merci à Nicole aussi. Un petit récapitulatif sur Nicole Gontier, donc professeure d'histoire médiévale et doyenne de la faculté anciennement. Oui, Doyenne de la depuis faculté 2012 délivrée de ses fonctions. Des lettres et législation à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Alors on va commencer par la première des questions. Vous êtes effectivement spécialisé en tant que professeur d'université du Moyen-Âge et vous écrivez du polar moyenâgeux. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai beaucoup travaillé quand j'étais chercheuse, enseignante-chercheuse. J'ai beaucoup travaillé sur la délinquance et la criminalité au Moyen-Âge, dans la région lyonnaise et à Lyon. Donc j'avais en main, en fait, quantité de fiches de police, quantité de choses déjà toutes prêtes, des faits divers lyonnais, de la fin du Moyen-Âge, parce que j'ai travaillé, le Moyen-Âge étant de 10 siècles, je me suis contentée de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire vraiment la fin du XIIIe siècle et jusqu'au début du XVIe. Hein. Et donc, j'ai tout ce qu'il faut pour imaginer des histoires criminelles. Les crimes, je les connais. Je connais aussi la façon dont on les soigne, c'est-à-dire la façon dont on réprime les crimes, dont on juge les gens, dont on utilise la prison aussi. La prison de l'époque, il faut savoir que c'est une prison sous caution, comme les pays anglo-saxons aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en prison, on reste en prison que si on n'a pas pu payer une caution libératrice. Et donc on peut rester à vie. Alors on peut rester à vie jusqu'à ce qu'on en crève, quoi, parce que franchement, c'est pas très très sain la prison. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup plus peur aux gens quand on les menace de les jeter au cachot. Ça leur fait beaucoup plus peur que toute peine afflictive autre. Parce qu'on sait que si on est abandonné dans les cachots, on ne fait pas de vieux os. Voilà. Et alors, quand vous dites que vous aviez déjà tout ce matériel, oui. Est-ce que, alors que vous êtes encore professeur à l'université, vous avez déjà quelque chose qui germe? Vous dites déjà, est-ce que je vais le faire? Ou c'est même carrément beaucoup plus haut? C'est une envie de bien plus haut. C'est une. J'ai fait une formation de littéraire complète, latin, grec, classe prépa, pour rentrer dans les circuits vraiment des professeurs de lettres normalement. Et puis j'ai choisi l'histoire parce que c'était ou l'histoire ou les lettres, les deux m'intéressaient. À tel point que j'ai fait beaucoup d'études aussi d'histoire littéraire de l'époque médiévale. Je connais pas mal la littérature médiévale. Mais j'avais donc cette idée d'écrire bien avant. Quand j'ai commencé, je raconte toujours cette anecdote parce que ça explique peut-être cette dérivation vers le polar. Quand j'ai commencé à écrire ma thèse de 3e cycle sur les pauvres à Lyon, donc la première thèse, puisque j'ai eu l'honneur d'en faire deux, une thèse de 3e cycle et une thèse d'État. La thèse de 3e cycle portait sur les marginaux, les pauvres à Lyon et les hôpitaux lyonnais, la façon dont on gérait la pauvreté. Or, cette thèse de 3e cycle, les premières choses que j'ai écrites, je les ai portées toutes contentes à mon professeur de thèse, qui était René Fédoux, qui était un professeur très très intéressant, très éminent, très bon juriste aussi, quelqu'un de très très strict, si vous voulez, un homme de cœur, hein, il avait le cœur sur la main, mais il était très rigoureux en ce qui concerne les règles de l'écriture historique. Et quand je lui ai porté mon premier chapitre sur les pauvres, les femmes pauvres, j'étais très très contente parce que j'avais imaginé la journée d'une femme pauvre à l'époque. Et donc c'était un récit en fait un peu romancé, quoi, ce que j'avais fait.
Et finalement, j'ai été très déçue quand il m'a dit « Mais non, 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 c'est pas du tout la façon dont il faut l'écrire. » Alors justement, ça m'a permis de comprendre qu'il y a deux sortes d'écriture. Il y a l'écriture historique et l'écriture romanesque historique. Si vous voulez, je vous embrasse la différence. Je voulais y venir sur les codes, mais oui, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, quand vous faites un ouvrage d'histoire, vous avez l'obligation d'abord de donner vos références exactes en note infrapaginale. Ceci, je dis ça, mais c'est parce que je l'ai lu dans tel livre ou je l'ai lu dans les archives et documents à l'appui. Hein. On donne toutes ces références, on est garanti. Quand vous écrivez un ouvrage d'histoire aussi, vous devez partir de la cause, donc en amont, dans le temps, partez de la cause et vous examinez les conséquences. Et normalement, vous devez expliquer un peu un phénomène historique par ce biais. Quand vous écrivez un roman historique, la vérité historique, vous êtes quand même, si vous êtes un peu honnête avec vous-même, vous êtes tenu de la conserver, mais c'est plutôt de la véracité que de la vérité absolue du fait, du phénomène ou de l'exactitude du temps. Et puis, en ce qui concerne le temps du roman historique, là, c'est encore plus jouissif, parce que vous pouvez manier en tant qu'écrivain le temps, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez imaginer des flashbacks ou des perspectives différentes, des scènes concomitantes. Ça, c'est tout à fait agréable. Voilà la différence principale. Quant au style, le style d'un roman, d'un texte historique, d'un texte sérieux historique, d'une thèse, c'est un style sobre, dépouillé absolument de la personnalité de celui qui écrit. On ne doit pas découvrir la personnalité, la sensibilité de l'écrivain derrière. L'historien doit être absolument neutre, en principe. Même s'il est toujours quand même un peu part prenante de ce qu'il écrit. Mais en plus, vous avez dans le roman historique la permissivité de dire, eh bien, oui, on peut parler de toutes les façons possibles. Les personnages peuvent avoir leur style de parole, etc. Voilà la cause de ma dérive. Alors, je n'ai écrit vraiment des romans. Le premier, il naît quand, en fait? Il est né en 2012. Véritablement, oui. C'est ça, il est né en 2012. Mais en amont, c'est vraiment le premier, c'est-à-dire, alors, le premier, j'écris celui-ci. Le premier, c'est le crime de la rue de l'Aumône. Je vous explique, j'ai été professeur à l'université de Dijon avant de revenir à Lyon. Et les archives de la ville de Dijon sont extrêmement riches en affaires judiciaires. Et j'avais trouvé donc une histoire comme ça d'une femme qui était tombée dans un puits. Le mari était sensiblement l'assassin, très certainement. Il arrivait à s'en sortir en disant que sa femme était ivrogneuse et elle était tombée, et que très souvent elle tombait comme ça et que malencontreusement elle était tombée dans le puits. Voilà. Ça m'avait paru très drôle. En plus, on sentait très nettement le mensonge du mari. Il s'en sortait quand même du point de vue judiciaire parce qu'il n'y avait pas de témoin à compte. Et cette histoire était restée dans la tête, quoi, bien avant que je n'écrive. Et puis, disons, les vacances avant ma dernière année de professionnel, avant que je prenne ma retraite, j'ai parti sur le balcon du chalet à Chamonix. Là, je m'ennuyais, ferme. J'ai pris mon ordinateur, puis j'ai commencé ma scène du puits, comme ça. Et puis, je l'ai lu à la famille, et la famille m'a dit, moi, c'est pas trop mal, continue, donc je continue. Voilà, comme ça. Et donc, on va les resituer un petit peu quand même, parce que c'est ça qui est important. Oui. Donc, déjà, vous avez un personnage récurrent, comme beaucoup dans le polar historique, qui s'appelle Artaud de Varé, qui est Alors, c'est un personnage qui a existé.
Il était prévôt de C'est ça, l'archevêque. prévôt. Qu'est-ce que signifie prévôt C'est le véritablement? commissaire de police de nos jours. Hein. Okay. Il est responsable, enfin avec un peu plus encore de responsabilité, disons, pratique, puisqu'il est celui qui dirige le guet dans la ville. Il est celui qui fait les arrestations. Bon, il est tout seul? Mais il enquête. Il est tout seul avec des sergents. D'accord. Il a des sergents, mais il est tout seul en tant que commissaire. Il n'y a pas d'inspecteur de police ou de gens qui l'entourent. Voilà. Donc ce personnage naît au premier, il est dans le dernier, donc il va vous suivre tout le long. On est au XVe siècle. Oui, on est sous Louis XI. Voilà, sous Louis XI. Oui. Donc est-ce que vous pourriez... 1461, 1483. C'est ça. Vous pourriez nous redéfinir un peu cette période-là quand même. Oui. Alors pourquoi j'ai choisi cette période-là? D'abord parce à Lyon, parce que d'abord parce que c'est une période qui est très documentée. C'est là qu'on a le plus, à la fin, à partir du règne de Charles VII, disons, jusqu'au règne de François Ier, on a énormément de documents. On a beaucoup plus qu'avant. Ils sont moins lacunaires. Et puis ensuite, parce que Louis XI m'a paru un roi extrêmement important, tant pour le royaume de France, il a quand même résolu quantité de problèmes qui étaient ceux de la guerre de 100 ans, c'est-à-dire l'existence de seigneuries, de principautés, de rebelles de tous les côtés. Il a réduit le plus possible les principautés, il ne restait plus que la Bretagne qui était une grande principauté et le duché de Bourbon. Bon, le duché de Bourbon, il était un peu allié aux Bourbons, donc il a réussi à les tenir un peu sous le boisseau, mais il a créé vraiment la possibilité pour le roi d'être un monarque plus absolu qu'autrefois. Hein? Il n'avait plus vraiment à compter avec les grands à la fin de son règne. Hein, à la fin de son règne. Après, il y a eu des ennuis avec Charles VIII qui a été obligé de réunir les États généraux parce que toute minorité entraîne un affaiblissement. Mais c'est quand même à partir de Louis XI que l'on crée les conditions pour qu'il y ait un jour un Louis XIV, un État absolu, un roi absolu. Donc ça m'a paru très important, et en plus, Lyon est pour Louis XI une ville essentielle à sa stratégie. Ça c'est très important dans vos livres. Ça, oui, dans mes livres, je parle très très souvent de guerre, de menaces de guerre avec la Bourgogne, parce que la Bourgogne, à Mâcon, on était en Bourgogne, hein, donc c'était très 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 près. La Bourgogne était continuellement hostile au pouvoir centralisateur du roi de France, et elle avait joué un rôle très très néfaste dans la guerre de 100 ans. Elle s'était alliée aux Anglais quand même, hein, contre Charles VII. Donc il y avait quand même un certain passif qui était à régler. Et Louis XI va le régler en étant vainqueur de Charles le Téméraire. Hein. Il a réussi sans vraiment mettre des armées face à Charles le Téméraire. Tout par la diplomatie, tout en renversant les alliances que Charles le Téméraire avait su se faire, tout en faisant un blocus économique contre les foires de Genève. Les foires de Lyon, pendant le règne de Louis XI, sont essentielles à l'économie de la ville. Mais que de la ville. Que de la ville, mais aussi des marchands locaux, quoi. Parce que quand il arrive des marchands italiens à Lyon, quand la ville, tous les 3 mois, est en effervescence pendant à peu près 20 jours, parce qu'il y a des marchands allemands, des marchands catalans, des marchands italiens de toutes les villes d'Italie qui viennent à Lyon pour échanger des produits de luxe, ça fait monter les prix, ça fait monter l'activité des auberges, de l'artisanat local, c'est essentiel. Donc le gros souci, et vous le trouvez dans tous mes romans, le gros souci c'est que chaque fois qu'il y a un changement important de politique dans le royaume, ou de politique de changement de règne, par exemple, quand Charles VII meurt en 1461 et qu'il est remplacé par Louis XI, la première chose que les consuls de Lyon font, c'est d'aller demander qu'on renouvelle les foires. Parce que c'est pas pérenne, c'est pas à vie, on ne leur donne pas les foires à vie. On leur dit, bon, c'est pour tant d'années.
Et puis après, on renégocie. Et le roi, quand il renégocie, il fait comme l'État aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il dit combien vous me payez pour que je vous redonne le bail pendant plusieurs années. Et alors, sous ce règne-là, lors de cette période, comment se situe cette ville sur la carte de la France? Alors c'est une ville qui est, comme on dit, marchissante dans le langage de l'époque, c'est-à-dire qu'elle est frontalière. La frontière, elle est frontalière avec la Savoie, qui est d'empire, c'est l'empire romain germanique, hein, la Savoie, c'est dans l'empire. Elle est frontalière avec la Bourgogne, hein, la principauté bourguignonne, et la Bourgogne, elle est partagée entre, c'est à la moitié, la Bourgogne est duché et comté. La Franche-Comté aujourd'hui, c'est l'ancienne comté de Bourgogne. Il y avait le duché, qui était la région autour de Dijon, et il y avait la comté, qui était la région autour de Besançon. Hein. Et cette partition de la Bourgogne faisait que la Bourgogne regardait du côté du royaume de France pour le duché, normalement c'était une principauté de la France, et la comté, c'était l'empire. Mais il n'empêche que quand les ducs de Bourgogne sont hostiles au roi de France, c'est presque parce qu'ils s'imaginent comme des délégués de l'empereur. Hein. Donc il y a là tout un contexte de dire la ville de Lyon, elle est en frontière. Elle est en frontière aussi avec le Dauphiné. Le Dauphiné est français, il est aux mains du dauphin, du fils aîné du roi de France. Mais quand le fils aîné du roi de France, c'est Louis, futur Louis XI, c'est un personnage qui est tout à fait hostile au roi, son père, Charles VII. Donc, la ville de Lyon, à plusieurs reprises, s'est trouvée une ville extrêmement importante stratégiquement pour celui qui voulait garder le pouvoir en tant que roi de France. Charles VII, quand il est en guerre contre son fils Louis, dauphin du Dauphiné, Louis, quand il est en guerre contre Charles le Téméraire, ou quand il est en guerre contre son beau-père, le duc de Savoie, Montluel, c'était en Savoie. Hein. Donc là, on avait déjà des contacts extrêmement proches. Donc chaque fois, il fallait se ménager une ville qui soit fidèle. Or, à la gloire des Lyonnais, on peut dire qu'ils ont toujours été loyaux au roi en place. Ça leur a coûté quelquefois quelques frissons, quelques craintes. On ne peut pas dire qu'ils étaient vraiment extrêmement bien dans leur petite poulaine à cette époque, parce que, par exemple, quand Charles VII est en guerre contre Louis XI, c'est ce que j'aborde dans Sortilège meurtrier, eh bien là, la ville de Lyon se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Il faut rester fidèle au roi en place qui est Charles VII, mais le roi suivant, ça va être Louis. Il ne faut pas non plus qu'on se le mette à dos par notre politique, parce qu'il va sûrement nous supprimer nos foires. Hein? Toujours pareil. Donc, on voit très bien dans les archives, et là je vous parlerai aussi de mes archives, on voit très bien le dilemme constant que ces pauvres consuls de Lyon, ils étaient 12 à la tête de la ville, ils ont à résoudre chaque fois. Comment faire pour continuer à être loyaux au roi, pas rebelles, mais en même temps éviter les inconvénients de tous ces princes qui se combattent. Alors, précisez quand même que quand Nicole Gontier vous parle comme ça, quand elle écrit un polar, on rentre pas on rentre dans cette histoire-là, mais il y a cette fameuse trame du roman policier qui vous permet de slalomer à travers tout ça et d'être guidé. Hein. C'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas une thèse. Non, c'est pas une c'est très important. Tout ce que je vous raconte là, c'est pour répondre aux questions, mais si vous voulez, chaque fois que j'imagine un roman, je commence d'abord par choisir une date qui soit importante, où il se passe des choses politiquement. Parce que je veux qu'en arrière de mon histoire de criminalité, les personnages soient intéressés, soient vivants,
comment est-ce qu'on est vivant aujourd'hui? On est vivant parce qu'on lit le journal, parce qu'on connaît l'actualité, parce qu'on est intégré quand même dans une société et dans un mouvement politique ou social. Hein. C'est ce que je veux restituer dans mes romans. Tous mes personnages, ils ont un passé, se souviennent des événements passés. Par exemple, ils ont très très peur que revienne une grande révolte du peuple comme en 1436, la grande rebelle de 1436. Ils en parlent, ils ont quand même une mémoire, ils ont aussi une vie quotidienne, et cette vie quotidienne, elle est rythmée par les menaces de guerre, par le désir des consuls d'imposer, par exemple, un peu plus, parce qu'on veut acheter des coulevrines pour défendre les remparts. C'est un petit fût de canon, mis quelquefois sur un petit chariot mobile. C'est le canon portatif, si on peut dire, enfin, plus portatif que la grosse bombarde, qui est le gros machin qui envoie des gros boulets. Alors, quand on achète une bombarde, ça coûte cher aussi. Hein. Alors, on en a 3 à Lyon à cette époque. Sur la ville, il n'y en a que 3. Or, il faut imaginer la ville comme Carcassonne aujourd'hui. Hein. Une avec ville des remparts. avec des remparts partout, des tours partout. Hein. 17 km de remparts quand même. Hein. D'accord. Remparts qui commencent où? Est-ce que les remparts des Nez ont un rapport? Mais oui. Oui, ça commence là, au-dessus des Nez, on tire des chaînes sur la Saône quand il y a des crises politiques, quand on imagine qu'on peut être envahi. On a des chaînes en travers de la Saône. Vous avez le couvent de Notre-Dame-des-Chênes où il y a les subsistances. Oui, les subs, ouais. Ouais. Eh ben, c'est Notre-Dame-des-Chênes, pourquoi? Parce qu'on tirait des chaînes là sur la Saône à cet endroit-là. D'accord. Et puis, donc, à partir des Nez, on montait sur la colline, on allait jusqu'à Saint-Just, qui était fortifié, lui aussi, c'était un bourg fortifié, et on redescendait sur Pierre-Cise, en incluant le Fourvière actuel, hein, sur Pierre-Cise, où il y avait un château fort de l'archevêque de Lyon, et il a été détruit à la Révolution, c'est notre Bastille à nous, on l'a détruit à ce moment-là. Et puis après, on redescendait, donc il y avait une porte fortifiée sur la Saône, là, c'est une porte fortifiée de Pierre-Cise. Et puis, de l'autre côté, quand on arrivait vers la Platière et les terreaux actuels, il y avait un grand, à la place de la rue Constantine, quand on a fait les fouilles d'ailleurs, quand on a construit le parking souterrain, on a retrouvé les premiers éléments de ces fortifications. Donc le bourg Saint-Vincent, il était en dehors des fortifications. C'était un bourg, justement, en dehors de la ville. Porte fortifiée de la Platière, porte fortifiée de la Lanterne. La rue Lanterne débouchait sur une porte fortifiée. D'accord. Et puis, quand on allait vers les terreaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un fossé, ensuite un rejet de terre, hein, aplani, pour faire une contre-escarpe après. Tout ça fortifié. Le long du Rhône, fortification jusqu'à Saint-Bonaventure actuel. À partir de Saint-Bonaventure, c'était plus utile parce que le Rhône, à lui tout seul, il était tellement tumultueux que c'était une véritable défense naturelle. Le pont sur le Rhône, pont de la Guillotière actuelle, il était fortifié, il était défendu par une porte avec 2 tourelles du côté de Bellecour, du côté de la ville, et puis au milieu il y avait une autre porte, un autre guichet, et du côté de Béchevelin, c'est-à-dire du côté de la Guillotière, il y avait aussi, non pas une fortification, mais une défense, un petit fossé. Voilà. Ville qui se tient derrière ses remparts. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit toujours protégée pour ne pas tomber à l'ennemi. Donc chaque fois que mes personnages ils sont un peu inquiets, où le crime se situe, soit lié à des affaires politiques, soit lié à des craintes aussi d'invasion ou de traîtrise ou quoi que ce soit.
Alors certains romans sont plus axés là-dessus. Oui. Par exemple, Le crime de la rue de l'Aumône en particulier est très très politique. Alors justement, c'est très égoïste, mais la rue de l'Aumône. Rue de l'Aumône, c'est la rue Germain actuelle et la rue du Bois. Ce que j'ai cherché, Elles ont été, voilà. vous ne pouvez pas la retrouver, Voilà. elles ont été complètement démolies, ces rues, au moment où on a fait la rue, on a tracé la rue de la République et la rue Édouard. Mais ça a un rapport avec la chapelle de l'Aumône? Non. Aucun. Non, aucun. C'est pareil, c'était pour moi. Non. Je suis désolé. La chapelle de l'Aumône, c'était à l'emplacement en aval de l'hôtel-dieu actuel. C'est ça. C'était à l'entrée du pont. Okay. À l'entrée du pont. Et revenons sur Artaud de Varay un Oui. peu. Alors, vous le trouvez comment, lui? Alors, Qui va être le personnage principal. Artaud de Varay, donc j'ai pris ce nom-là quand j'ai vu que dans les archives lyonnaises qu'il était prévôt de l'archevêque. Son nom est très connu, les Varay sont très connus à Lyon à cette époque, c'est une grande famille lyonnaise, anciennement implantée à Lyon dès le XIIIe siècle, on pense. D'ailleurs, il y avait un chanoine de Saint-Paul qui était un Varay. Et puis, ils grandissent dans la marchandise, ils sont marchands, ils deviennent un peu notables, un peu riches, ils deviennent très très souvent consuls, et une partie de la famille s'allie avec des familles nobles du Lyonnais, épousent des filles nobles ou prennent des terres qu'on dit des rentes nobles, c'est-à-dire des terres qui anoblissent ceux qui les ont, au bout de 2 ou 3 générations. Et il y a donc une partie de la famille qui a bien réussi et qui est noble, et il y en a une autre qui est restée lyonnaise, c'est celle-ci que j'ai choisi de prendre pour Artaud de Varay. Donc Artaud de Varay, c'est un personnage qui est d'une famille de très bonne notabilité, mais il n'est pas très riche et il n'est pas très considéré. Donc je traite dans mes romans du personnage du commissaire de police dans tous les polars qui est quelquefois un peu méprisé, vous savez, par la société plus riche, plus Est-ce qu'on peut déjà parler de bourgeoisie, cette société-là? Alors, ce qu'on appelle bourgeoisie de nos jours, c'est un critère social et financier. Oui. Hein. Oui. Au Moyen-Âge, ça a un sens très, très précis. Oui. Quand on est bourgeois, ça veut dire qu'on a le droit, on paye ses impôts dans la ville, et on a le droit donc de participer à la politique de la ville. D'accord. Voilà, c'est une sorte de citoyenneté. D'accord. Voilà. Bon, mais c'est quand même un bourgeois, il y a des bourgeois. Mais je n'emploie jamais ce mot-là. Et là, vous touchez un point. Très souvent, je m'abstiens de prendre quelques mots qui aujourd'hui sont des mots classiques, des mots comme bourgeois, par exemple, parce que je sais que, du point de vue historique, moi, je ne les emploierai pas pour cette période-là. C'est tout le problème de l'anachronisme qu'il faut éviter quand on écrit des romans historiques. Je ne peux pas dire, par exemple, qu'Artaud de Varay, à la fin des Chants de la Mort, il est stressé. Je ne peux pas dire qu'il fait un burn-out. Mais je peux dire qu'il est il a la bile noire et qu'il est donc la mélancolie, qu'on appelle la théorie des humeurs au Moyen-Âge. Il est en bile noire, ou alors il est en période, alors là c'est beaucoup plus tragique pour lui parce que c'est un péché capital. Il fait une crise d'acédie. L'acédie, ça veut dire qu'on ne croit plus du tout en la vie et à la création de Dieu. Donc en gros, c'est un gros dépressif. C'est un gros dépressif. D'accord, à la fin des Chants de la Mort, il était dépressif. Les Chants de la Mort, ça se finit en 1483. On va annoncer la mort de Louis XI. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Artaud, il a déjà, si je compte bien, il a une bonne 50aine d'années, 55 ans. Il n'est pas bien. Je voudrais quand même qu'il me serve un peu plus. Encore un peu, oui. Donc, je l'ai carrément rajeuni. Et en changeant d'éditeur, et j'ai changé aussi
mon Artaud, il est devenu tout jeune, c'est sa première enquête dans Sortilège meurtrier. D'accord, ok. C'est pourquoi le 5e livre que j'ai écrit, en fait, c'est la première enquête d'Artaud. Ce qu'on appelle aujourd'hui un préquel, quoi. Voilà. En gros, quoi. C'est comme Star Wars. C'est ça. C'est exactement ça. Mais alors, Artaud de Varey donc a existé, et à ce moment-là, vous le découvrez dans vos archives, c'est Oui, ça? alors, Voilà. alors vous déjà, je vais l'utiliser comme personnage. Voilà, je l'utilise comme personnage, et depuis, eh bien, alors vous verrez dans le crime de la rue de l'Aumône, je parle de lui comme Artaud de Varey, comme Messire de Varey, et puis au fur et à mesure des romans, c'est Artaud. Je le cite comme Artaud. Ça veut dire que je me suis approprié le personnage, qu'il m'est familier, et puis pour tout vous dire, il vit avec moi continuellement maintenant, c'est l'homme de ma vie, quoi. Donc je pense à lui le matin, qu'est-ce que je vais, en ce moment je suis en train d'écrire le 7e, donc chaque fois il est là, quoi. Et alors, pour revenir sur vos romans et sur ce personnage, c'est quoi être prévôt, encore une fois, au XVe siècle à Lyon? Alors, c'est un peu compliqué, parce que il est le représentant de la police de l'archevêque. L'archevêque de Lyon est le premier seigneur de la ville. C'est lui, historiquement, qui a été le seigneur de Lyon. À partir de 1312, voilà qu'un empêcheur de tourner en rond vient compliquer les affaires de l'archevêque, qui était seigneur, qui avait quelques problèmes avec les chanoines de Saint-Jean, qui étaient toujours contre lui, et qui voulait aussi être seigneur dans la ville, mais bon, il s'en était encore tiré. En 1312, on a le roi Philippe le Bel qui se mêle de prendre les Lyonnais sous sa protection, parce que les Lyonnais s'étaient rebellés contre l'autorité de l'Église, et il dit, moi je vais mettre de l'ordre. Vous savez, les gens qui viennent s'occuper des affaires des autres, comme ça, c'est jamais bien clair. Et finalement, le roi a institué à Lyon un représentant de sa police, de sa justice, qu'on appelle le bailli ou le sénéchal de Lyon. C'est la même chose, on dit bailli plutôt au nord de la Loire et sénéchal au sud de la Loire, mais c'est la même fonction. Moi je l'appelle bailli dans mes romans parce que c'est plus simple, quelquefois bailli sénéchal, mais enfin. Donc à Lyon, il y a deux polices à partir de ça, à partir de cette époque, 1312, il y a deux polices. Il y a la police de l'archevêque, avec le prévôt, la justice de l'archevêque avec son juge des affaires criminelles, que je ne désigne pas sous son titre parce que c'est un peu compliqué. Il s'appelle le courrier, normalement, dans les archives. Bon, le courrier, aujourd'hui, si on dit courrier, c'est un peu compliqué de comprendre que c'est un juge. Donc je le nomme juge. Hein. Et donc ça, c'est l'archevêque. Et puis en face, eh bien, il y a la police du roi, avec l'équivalent d'un prévôt, qu'on appelle le lieutenant du bailli, donc qui dirige des sergents royaux. Il y a les sergents de l'archevêque, il y a les sergents royaux. Vous comprenez bien que ce qu'on appelle la guerre des polices, ça, oui, ça existe. J'allais dire, ils sont forcément en bisbille, quoi. Non, bien sûr. Ils sont en bisbille, je le dis souvent en essayant de donner aussi la partie humoristique de l'affaire dans les romans, parce que quand ils se rencontrent, quelquefois, ils se battent, quoi. Carrément, oui. Ah, oui, carrément. Ou alors ils se chippent les enquêtes et les gens à conduire en prison. Guerre des polices. Guerre des polices. Alors, c'est pour faire simple, hein, de police, parce que normalement, là j'aborde dans le 7e que je suis en train de préparer, là, l'histoire d'Énée. Bon, ça se passe à Énée. Et il y a eu une justice et une police d'Énée propre à ce quartier-là, propre au quartier d'Énée, jusqu'à Bellecour en fait. Vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de la ville, il y a encore quelques précarés, si vous voulez, pour certaines autorités. D'accord. Donc voilà mon Artaud de Varey. Donc c'est pas simple pour lui d'être prévôt de l'archevêque. Et bon, je l'ai imaginé bien sûr, avec des qualités. Il est loyal, il est courageux, il est valeureux et il réussit ses enquêtes. C'est bien un roman donc. C'est bien un roman.
c'est bien un roman, mais en même temps, il a quelques défauts. Il est très soupe au lait. Il est parfois, surtout dans sa première enquête, un peu naïf, à croire des choses qui ne sont pas. Et puis, il lui arrive aussi d'être empêché de faire ce qu'il veut par son supérieur. Alors, le supérieur, je l'ai imaginé à partir de quelqu'un qui a existé aussi. Je me suis méfiée, j'ai fait attention que la famille ait été déclarée ne plus avoir de descendants à partir du XVIIe siècle. Parce qu'autrement, on peut toujours avoir des gens qui se plaindraient. Mais ce Jehan de Villeneuve, qui était le courrier, donc le juge supérieur, responsable normalement de la justice de l'archevêque, celui qui était promoteur des enquêtes en fait, le prévôt obéissait au juge. Ce Jehan de Villeneuve, je lui ai trouvé bien des défauts, je l'ai fait vaniteux, je l'ai fait un petit peu couard devant les autorités les plus importantes, mais je me suis rendu compte que dans les registres de la ville, eh bien, je n'avais pas vu si faux que ça, parce qu'il n'est pas recommandable. Mais comment dans les registres de la ville, on arrive à se rendre compte de ça? Alors, je vous explique mes trois sources principales de renseignements pour établir des histoires comme ça. J'ai donc les dossiers criminels, les dossiers, les jugements, toutes les affaires criminelles qu'on peut avoir. Alors, je vous avoue que, justement, c'est le privilège du romancier. Quelquefois, je prends des choses que j'ai lues dans les archives criminelles de Côte d'Or. Dans mon premier poste, j'étais professeur à Dijon. Donc, je déplace et je mets ça à Lyon, peu importe. Quelquefois, c'est uniquement des archives lyonnaises, criminelles lyonnaises. Mais là, c'est le privilège de l'écrivain par rapport à l'historien. Dans la mesure où ça reste véridique, enfin, ça peut se faire aussi bien dans une ville que dans l'autre. Et puis, deuxième source, alors proprement lyonnaise, ce sont les registres consulaires. Qu'est-ce que c'est que les registres consulaires? Ce sont les délibérations des représentants de la ville, comme les délibérations municipales aujourd'hui. Alors aujourd'hui, elles sont enregistrées. À cette époque, elles étaient enregistrées, c'est-à-dire mises sur registre. Et on a des registres depuis la fin du XIVe siècle jusqu'à la période révolutionnaire. On a tout. On a tout. On a, il y a très très peu de lacunes. Et alors, c'est à la période révolutionnaire qu'on a plus de lacunes, parce que là, ça a été filtré. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début de la page, on a la date. Se sont réunis à tel endroit les consuls, un tel. Bon. Donc on a la date, on a le lieu, on a le nom des consuls, et puis derrière, on a les affaires qu'ils sont en train de débattre. Et on les entend parler. Un tel prend la parole et dit son avis. Quand il y a des votes, on a les votes. Un tel est d'accord pour faire ceci, parce qu'il votait pas secrètement. Et on a toutes les affaires comme ça, au jour le jour, le quotidien des Lyonnais, ce qui est important pour eux. Alors ça varie, ça peut être des affaires énormes, comme des toutes petites affaires. On ne trie pas, c'est tout à la suite. Et alors pour vous donner par exemple un exemple de la façon dont j'utilise ça, on a donc dans ces registres consulaires, là, vous avez l'image de l'écriture, qui est celle des registres. C'est une écriture qui est à déchiffrer quand on fait de la paléographie médiévale. Bon, une fois qu'on a l'habitude, ça va. Alors voilà un épisode que j'ai traduit dans Peine capitale. Vous allez voir comment. Voilà le texte même du registre. Honorable personne, Jehan de Villeneuve, courrier, Humbert de Varay, bourgeois, ça c'est un parent de Artaud, et citoyen de la dite ville de Lyon, accompagné de Pierre de Villeneuve, frère du dit courrier, et Pierre Thomasin, leur ont fait plainte,
sur ce que, naguère, c'est à savoir dimanche dernier passé, eux, venant à cheval de Saint-Irénée et descendant du dit lieu à Saint-Just, rencontrèrent la procession du collège de Saint-Jean, dont les aucuns des chapelains, ça veut dire quelques-uns des chapelains du dit collège, étant en la dite procession, vinrent à eux malicieusement et de fait à penser, mirent les mains aux brides de leurs chevaux en les voulant contraindre de faire mettre à pied à terre, et leur faisant plusieurs grands griefs et outrages. Je prends ça dans les archives, qu'est-ce que j'en sais? Voilà l'épisode de peine capitale. Puis-je savoir où était le chef de la police en cette matinée, tandis qu'on agressait les représentants de l'autorité, tandis que des séditieux tentaient de les frapper en pleine rue? Le juge, le courrier donc, Jean Villeneuve, le juge fixait Artaud d'un œil mauvais. Artaud avait du mal à reconstituer les faits à partir des seules récriminations du juge. C'était donc des clercs du chapitre qui vous ont agressé? Oui, des clercs jaunes qui se sont écartés de la procession qu'ils suivaient à Saint-Just. Ils sont venus vers nous en nous injuriant. Ils ont saisi la bride de nos chevaux afin de nous faire mettre pied à terre, avec l'intention de mieux nous rouer de coups, je pense. Nous avons résisté, mais ils ont réussi à blesser nos montures et à tant les effrayer que nous avons manqué être désarçonnés et jetés à bas. Quels étaient vos compagnons? Vous ne me l'avez pas dit, messire. Vraiment? Eh bien, il y avait mon frère Pierre et messire Pierre Thomasin. Nous descendions de Saint-Irénée. Vous voyez, comme j'essaie d'utiliser la source en essayant d'inclure cet événement, cet épisode, sous forme de dialogue, bien sûr. Le dialogue est essentiel dans les romans. Je pense théâtre, beaucoup plus que récit. Je pense cinéma, beaucoup plus que écriture à la Balzac. Alors, justement, dans Peine capitale, parce que justement, le principe du roman, enfin du polar historique, c'est que sous couvert, vous prenez à chaque fois des sujets. On en parlait tout à l'heure avant que vous arriviez. Oui. La musique, l'imprimerie, etc. Je prends des milieux sociaux. Des milieux sociaux, voilà. Des milieux sociaux et des quartiers différents. Et donc là, sur Peine capitale, c'est... Alors, Peine capitale, le thème est hélas redevenu à la mode, c'est sur le harcèlement sexuel et le viol. Et aussi l'infanticide. Tout ce qui touche à la criminalité propre aux femmes. Qui se passe à Saint-Georges. Pardon? Ça commence à Saint-Georges. Alors, le quartier, c'est la base du Gourguillon. Le quartier Saint-Georges, ça se passe dans un hôtel particulier que j'ai imaginé, avec un banquier propriétaire que j'ai imaginé aussi, dont le nom est le produit de quelques noms existants à l'époque, mais c'est un personnage imaginaire. Ça me permet quand même de traiter un peu le milieu de la banque, le milieu des changes, et aussi de traiter l'intérieur d'un hôtel particulier. Alors, il y a la description toujours des décors en ce qui concerne l'hôtel proprement dit. On décrit les lieux, les différentes cours aussi. Bien sûr, là, le modèle, ce sont ce qui nous reste aujourd'hui. Oui. Bien sûr, ce sont plutôt des constructions de la fin du XVe siècle et du début du XVIe que nous avons. Mais quand même, elles sont... oui, c'est déjà quand même beaucoup mieux que par Dieu, quoi. d'imaginer totalement. Donc, voilà. Et puis alors, ma troisième source d'information, outre les registres consulaires, c'est l'iconographie. On imagine très très bien les sociétés, les lieux, les décors à partir des enluminures. On en a quantité. Oui. Les enluminures qui vous montrent l'intérieur d'une boulangerie, par exemple, qui vous montrent les marchands de poissons, même les changeurs ou les orfèvres ou les imprimeurs. Voilà. Donc on a quantité de moyens, si on a un petit peu l'idée de ce qu'on va dire, d'imaginer le contexte, d'imaginer le décor. Et moi, mes personnages, je veux absolument qu'ils soient intégrés
dans un quotidien, dans un décor, qui parle à la façon de l'époque. Et là, au début du bouquin, on retrouve une femme morte. Oui. Alors, vous allez dire que je suis obsédée par le puits, mais... disons que dans tout hôtel particulier, il y avait un puits. C'était l'eau courante de l'époque, hein, le puits. Autrement, il y avait des puits publics comme le puits Pelu vers la Grenette, mais c'était assez rare. Il y avait des sources, des fontaines, mais très 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 rares quand même. Tandis qu'un puits dans une maison, c'était un signe de richesse. Alors on trouve dans Peine capitale, oui, au départ, on trouve une femme morte, en fait noyée dans un seau d'eau. Le seau du puits a été remonté et elle est tellement ficelée qu'elle ne peut pas bouger. Elle a été prise. Manifestement, on a voulu qu'elle souffre longtemps pour se débarrasser d'elle. Alors, au départ, dans un roman policier, ça ce sont des codes, il y a toujours l'expression du meurtre. Moi, je pars du principe que si vous attendez 30 pages pour qu'il y ait le meurtre, les lecteurs vont lâcher. Donc le meurtre, il a lieu en direct. Ou alors, il a lieu, c'est-à-dire qu'on découvre le cadavre, et là, il faut essayer de choquer un peu le lecteur. Bon, c'est pas du roman noir, hein, ça dégouline pas de sang, mais j'ai essayé quand même quelquefois d'être un peu saisissant. Oui, saisissante par la description du cadavre. C'est en particulier le cas dans Les Champs de la Mort, où on trouve un cadavre dans les fossés de la Lanterne, qu'on est en train d'agrandir. À cette époque, il y a des textes qui disent qu'on a élargi encore les fossés, et on trouve le cadavre, mais il est couvert de mouches, et on entend d'abord les mouches, et on sent d'abord l'odeur. Hein. Donc c'est la description, j'essaye quand même de frapper le lecteur, et dans Peine capitale, le cadavre, il arrive alors qu'il brise en fait un quotidien, une sorte de quotidien banal. Hein. La petite Mariette, la servante, qui est un peu bête et qui va chercher du bois au fond de la cour, et qui voit rien parce que c'est une tête en l'air, c'est une imbécile, et elle ne découvre le cadavre que vraiment quand il l'a fait tomber, quoi. C'est cette idée que je veux que le lecteur, il se dise, voilà, ça me choque. C'est un des codes du roman policier. Hein. Et après, j'essaye dans tous mes romans, moi je veux absolument qu'il y ait une enquête. C'est-à-dire que notre Artaud de Varay, vous le suivez dans ses hypothèses, dans ses essais de confirmer l'hypothèse, et on ne suit pas complètement l'enquête d'un bout à l'autre, c'est-à-dire que de temps en temps, elle est arrêtée par une autre scène, par des scènes soit concomitantes, soit des scènes qui vont ensuite se rajouter à l'enquête, mais qui vont briser un peu la lecture du lecteur, de façon à ce qu'il ne se lasse pas lui-même de l'enquête. Voilà. C'est cette espèce de séquençage un peu cinématographique que j'essaye de faire dans les romans. Et que j'arrive de mieux en mieux à faire au fur et à mesure que je les écris, je pense. Parce qu'on prend l'habitude quand même. Là, dans Peine capitale, il y a cette histoire dont on en parlait un petit peu avant que Jean-Henri vous parliez le sujet, c'est les servantes. Oui, ce sont les servantes. Peine capitale, juste avant que vous expliquiez, comment, pareil, encore une fois, ce sujet vous vient? Alors justement, il me vient d'un procès, de deux procès en fait, pour viol, et que j'ai lu aux archives de Dijon. Et ce sont deux procès
qui sont épais, hein. Il y a beaucoup de témoignages. C'est la procédure inquisitoire à l'époque, donc on fait la procédure inquisitoire qui est la nôtre actuellement. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que les gens accusent, que les gens dénoncent, mais on fait une enquête et on convoque les témoins. Et on fait parler les témoins. Donc on a de grosses liasses de procès. Et là, c'était 2 petites servantes. Il y en avait une de 10 ans, une autre de 14 ans. Il faut savoir que les servantes ou les apprentis, quand ils sont mis en état de servir, ils sont confiés au maître et à la maîtresse de maison, qui doivent compléter leur éducation, aussi bien les alimenter, mais aussi compléter leur éducation morale. Ils sont responsables d'eux comme les parents, hein, jusqu'à leur majorité. La majorité des filles, c'est 12 ans, et la majorité des garçons, c'est 14. Donc, normalement, la petite servante de 10 ans ou celle de 12 que je trouvais ou de 14 dans mes archives, elles étaient sous la responsabilité des maîtres de maison. Et on a la description, la déclaration de ces 2 servantes qui décrivent leur viol. Alors on en a une qui connaît rien à rien, qui n'est pas du tout, celle de 10 ans, elle n'est pas du tout au courant de ce qui peut se passer du point de vue sexuel, donc elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et on a vraiment les termes. Alors j'ai essayé de reprendre dans la description du viol qui est faite, la déclaration du viol qui est faite dans peine capitale, c'est quasiment le texte de la déclaration d'un de ces procès, avec les termes un peu concrets qui sont donnés. Et puis, l'autre, celle qui connaît quand même, qui est un petit peu plus âgée, donc qui sait ce qui lui arrive, eh bien, elle va se plaindre à la maîtresse de maison. Elle va dire, ben voilà, et là, moi je me souviens de ce choc quand j'ai lu ce procès dans les archives. La maîtresse de maison la traite plus bas que terre, lui dit qu'elle l'a voulu, qu'elle n'a pas crié, etc. C'est toujours le principe. Hein. Encore aujourd'hui dans les procès pour viol, si vous n'avez pas crié, si vous êtes consentant. Donc dans tous les procès de viol du Moyen-Âge, vous avez cette question, et je fais poser la question par un de mes enquêteurs, là, en disant, oui, j'ai dû poser la question, comment ça se fait qu'on ne vous ait pas entendu? Bon, il avait mis la main dans la bouche, bien sûr, hein, il avait à moitié étouffé. Donc, c'est vraiment la transcription là, du procès. Et la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est la justice du Moyen-Âge, de fait, et là j'ai envie de le savoir, dans la réalité, est-ce qu'on leur rend justice? Alors, aux filles violées, contrairement à ce qu'on pense, on rend justice. On rend justice. Dans la mesure où elles ne sont pas des femmes, hein, parce que ce sont des enfants, okay. Et la protection de l'enfance au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on peut imaginer, était relativement importante, relativement attentive. Parce qu'on a toujours cette idée que ce n'est pas seulement le corps qui a été souillé, mais c'est l'âme. Et que perdre une âme, c'est la même chose quand on traite des coups sur une femme enceinte au Moyen-Âge. C'est très gravement pénalisé parce qu'on a perdu une âme à naître. D'accord. Hein? Mais alors dans ces cas-là, quel est le châtiment Alors le châtiment pour le violeur, il n'est pas tendre, c'est la castration. C'est la castration. Et public, pas public Public, oui. Quand même. Bien sûr, il n'y avait pas de distraction à cette époque. C'est ce que j'allais dire, tant qu'on s'amuse. Oui. Et puis, quand vraiment on arrive à la fin du Moyen-Âge, on arrive quelquefois à des peines pécuniaires de compensation pour éviter ces choses-là. Quelquefois, on marie la violée avec son violeur. Oh, c'est merveilleux. Les parents s'arrangent à ce moment-là. Ça dépend des milieux. Et s'il est déjà marié S'il est déjà marié Et quand il est déjà marié, c'est foutu. Hein, voilà. Donc, dans ces cas-là, souvent aussi, on bannit le violeur, surtout s'il est récidiviste, s'il a prouvé qu'il l'a fait plusieurs fois.
on bannit le violeur ou on lui fait subir la castration ou une peine afflictive autre, assez dure aussi. D'accord, ok. Ceci dit, il est quand même assez fréquent ce viol des servantes, parce que les servantes ne sont pas des femmes qui sont protégées. Souvent elles sont mises en service par leurs parents qui sont trop pauvres. Elles ont perdu la protection juridique de leur père. Une femme au Moyen-Âge, si elle est seule, elle est en état de danger, parce qu'elle est soit fille de, soit femme de. Mais si elle est célibataire, on considère qu'elle est bonne pour être prostituée. Et dans Peine capitale, je montre le sort de ces servantes violées, sans caution, sans famille derrière pour les soutenir, sans personne pour les défendre. Eh bien, elles sont condamnées au bordel. C'est là qu'elles trouvent la sécurité qu'elles n'ont plus ailleurs. Entre femmes, oui. Enfin, entre femmes avec la maquerelle, oui, qu'il faut. Alors il y a les portraits de maquerelle, il y en a quelques-uns dans mes romans, parce que forcément, on se retrouve dans des mauvais lieux quelquefois, hein, les tavernes qui servent aussi dans leur arrière-boutique de bordel éventuel. Et puis il y a les fameuses étuves. Alors les étuves, c'est des bains publics, parce qu'au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense aussi, on était plus propre qu'au XVIe siècle. Il y avait encore cette formule des termes romains sous la forme de bain public. Et qui se trouvait où à Lyon? Alors, il y en avait un près de la rue des Trois-Maries, rue des Tresmonnaires, après à l'époque. Voilà. Et donc ça faisait scandale parce que c'était trop proche du cloître Saint-Jean. Et les clercs de Saint-Jean y allaient. Mais tant qu'ils y allaient pour se laver, ça allait. Mais en arrière de ces études, il y avait ces massages thaïlandais de l'époque qui sont possibles. Et fillettes d'études, c'est-à-dire des prostituées. Et il y en avait une autre étude vers le parking Saint-Georges. À l'emplacement du parking Saint-Georges actuel, le nouveau parking. Voilà. Ça c'était des études qu'on appelait des études du Sabli. Et puis il y avait les grandes études de la pêcherie. Alors là, un quartier, votre quartier, oui, je sais. Ah là là, pas très renommé. De gens venus de Bourgogne, donc déjà un peu. Oui, on voit bien, un peu des traîtres. Et des gens qui étaient connus pour recevoir le soir des gens, des vagabonds, des larrons, des gens de sacs et de cordes. Et les études de la pêcherie avaient un très mauvaise renommée. Et je me disais, en vous écoutant, est-ce que vous avez des... Je vais la poser en deux fois. Est-ce que vous êtes vous-même lectrice de polar? C'était la question qui collait. Alors je vais vous surprendre, j'ai horreur de la littérature policière. La littérature policière, comment dire, des sociétés actuelles, quoi. Où le polar se passe actuellement. J'en ai lu, mais ça ne m'a jamais... Pourquoi? Parce que je trouve que les auteurs que j'ai lus, je n'ai pas lu peut-être les meilleurs, mais même Fred Vargas, ça me déçoit toujours à un moment parce que les personnages manquent de densité au profit de l'intrigue. L'intrigue est plus importante que les personnages. Et pour moi, je trouve que saper faire un portrait d'un personnage bien dense, bien intéressant, c'est plus important. Et en revanche, ça signifie que vous lisez du polar historique? Alors je lis, comme j'ai pu en mettre là, par exemple. Je lis de l'Anne Perry. J'ai lu de l'Anne Perry, pas mal. En polar historique, un peu de Parot. Oui. Voilà. Et qui vous ont convenu? Oui. Anne Perry, j'aime bien.
beaucoup aimé, parce que je trouve qu'elle retranscrit bien l'atmosphère du Londres victorien, voilà, la société victorienne. Bon, les Siménon et les Agatha Christie, bien sûr, je les ai lus, je les connais par cœur. C'est pas pareil. Ah non, on ne peut pas considérer ça comme une Mais histoire historique. non, même en polar, oui. c'est du petit polar. Maintenant, moi, je pense qu'Agatha Christie, je ne sais pas si elle aurait autant de succès maintenant. Je pense que quand on le lit maintenant, c'est plus par une sorte de retour nostalgique à un certain... Après, elle a une construction sur l'enquête qui est quand même très très particulière. Hein. Oui. Au polar, hein. Au ensemble du polar. Oui, mais je dis, ça se résume toujours, la solution se résume par une histoire d'un personnage qui a pris une autre identité, qui s'est masqué, qui s'est déguisé, voilà. Comment ? Il ne faut pas le dire, il y en a peut-être qui n'ont pas lu. Non, je pense que dans Agatha Christie, il y a toujours un peu la même solution. Ah, on y retrouve des mécanismes voilà. communs, ça c'est clair. Et c'est ce qui me gêne dans certains polars, c'est que finalement, même dans certains Fred Vargas, à la fin, je dis, ben oui, mais c'est une pirouette. C'est par une pirouette qu'on arrive à trouver la solution. Ce n'est pas la conséquence logique de la progression de l'enquête. Alors, c'est peut-être vaniteux de ma part, mais c'est ce que moi, au contraire, ce que j'essaye de faire. C'est pas inintéressant, parce qu'on en parlait justement aussi tout à l'heure. Comment on construit en amont, ou la déconstruire en amont, comment vous réalisez ça? Oui, alors... vous partez de vos archives, d'accord? Je pars des archives, je pars... plus j'ai d'éléments, disons, de faits divers qui peuvent me servir de point d'ancrage, mieux c'est. En ce qui concerne le séquençage des chapitres, comment vous dire, j'ai l'idée de qui a tué au départ. Bon, je vais tâcher de... Enfin, souvent j'ai la scène finale ou la scène initiale, hein, ça dépend de... Donc pour les Chants de la Mort, j'ai eu la scène finale, c'est la première que j'ai écrite. Après, je l'ai remaniée, mais c'est celle-ci. Je la voyais là. Alors, je savais où j'allais. Bon, je fais un synopsis. Hein. C'est-à-dire que je me dis, bon, ben, il va falloir qu'il se passe ceci, ceci, ceci. Mais quand je commence à écrire, je ne sais pas du tout, quand même, si je vais suivre complètement le synopsis. Et quelquefois, des personnages secondaires deviennent plus importants et me conduisent à une autre solution que celle que j'avais imaginée au départ. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. D'accord. Ça reste un peu miraculeux. Parce que oui, il faut que vous retombiez sur vos pattes quand même. Ah ben tout à fait, il faut que ça soit cohérent. Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction. Mais quelquefois, je me dis, c'est peut-être pas moi qui ai écrit. Parce que... Monsieur. Parce que pour les Chants de la Mort, par exemple, j'avais pas imaginé le troisième crime, par exemple. Hein. Il y en a 3 dans les Chants de la Mort. Mais parce que quelquefois, pour faire rebondir un peu l'action ou redonner du cœur à l'ouvrage, à mon enquêteur, il lui faut une deuxième victime, hein, sans que ça soit un crime en série. Il ne faut pas qu'on y a tout fait. Mais ça reste quand même un peu, pour moi, c'est ce qui me titille un peu, c'est de me dire comment tu arrives finalement à avoir le petit miracle quotidien. D'accord. À avoir cette enquête jusqu'au bout, quoi. Et jusqu'à présent, ça n'a pas posé de difficulté. Je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Bien. Est-ce que vous auriez des questions? Est-ce que vous avez lu, d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a lu déjà un de mes romans? Non, c'est la découverte. Oui. Oui.
Oui, vous avez lu quoi? Le titre m'échappe, je suis désolé. Le premier, je crois que vous avez... Le crime de la rue de l'Aumône? Non. Non, Sortilège meurtrier? Le meurtre d'un maître drapier. Non, c'était... Les fers maudits. Mais c'est bien. Il y en a 6. Les chants de la mort. Oui. Voilà. À propos du milieu des chanteurs. Oui. Voilà, oui, ça se c'est passe ça. à la maîtrise de la C'est ça. cathédrale. Et c'est là, et c'est dans ce bouquin où vous parliez justement du quai de la pêcherie avec ses étuves. Oui. Vous les évoquez Oui. dans ce... Oui, il y a une descente de police dans les études. Voilà. Excusez-moi. Oui. On disait chaque fois, j'essaie d'illustrer un milieu différent. Vous voulez un verre d'eau? Ça va passer, c'est un chat. Guanacaria. Un milieu différent. Là, les chants de la rime, alors qu'ils étaient autrefois des membres d'une maîtrise, et qu'ils devenaient des vedettes sollicitées par les cours princières, et qu'ils avaient donc un avenir pour devenir des gens connus, qui signaient leurs œuvres, Josquin-des-Prés, par exemple. Et ces ex-chapelains devenaient des gens célèbres. Ça, c'est le thème historique à partir duquel j'imagine toutes les actions. Meurtre d'un maître drapier, ça se passe exactement dans ce quartier-là. Je pense que mon héros habite par là. Et merci. Et donc, c'est plutôt le thème de la peinture, parce que le héros est un peintre qui est connu, un peintre verrier de la cathédrale, qui est attesté et dont on connaît le nom, sinon les œuvres. Donc, je le mets en scène à ce moment-là et je parle un petit peu de l'évolution de la peinture sous l'effet des marchandises échangées en foire, qui étaient par exemple des œuvres d'art, italiennes par exemple. Les fers maudits, ça se passe au milieu des imprimeurs. Au moment où s'installe l'imprimerie à Lyon avec Barthélemy Buyer, en 1473. Et puis, je parle aussi de la peste, des épidémies, hein, toutes les craintes, parmi les craintes quotidiennes des gens à cette époque, il y avait la guerre, les menaces de guerre, les menaces de voir péricliter les foires, et aussi les menaces de la peste, l'épidémie de peste dont on avait toujours peur, qui revenait d'ailleurs pendant la période de Louis XI, il y a eu 3 périodes de peste. Donc c'était pas des craintes vaines. Dans le sortilège meurtrier, c'est plutôt le milieu des hôpitaux lyonnais, de l'hôpital du Pont du Rhône, l'ancêtre de l'Hôtel-Dieu, et le milieu aussi des inquisiteurs, l'Inquisition, qui était aussi très virulente à cette époque, puisqu'on commençait la chasse aux sorcières. Et dans telle capitale, vous retrouvez donc l'intérieur d'un hôtel particulier et le milieu des domestiques, des servantes et des valets. Vous voyez, chaque fois j'essaye d'illustrer un milieu politique ou un milieu social différent et un quartier différent. Bien sûr, on se promène dans toute la ville, mais on a quand même un quartier qui est plus mis en valeur qu'un autre. Donc il me restait Énée et le prochain c'est sur Énée. Énée, c'est ça.